Ok, donc le webinaire est lancé. On voit donc les participants qui arrivent dans la salle. On vous souhaite bien sûr un très chaleureux bienvenue, que cela soit votre premier webinaire de l'Académie du monitorage de la vaccination ou votre deuxième. On est très content que vous soyez parmi nous. Pareil, nous accueillons donc des apprenants qui participent, qui ont été sélectionnés pour la première cohorte du cours scolaire sur l'amélioration des données. Et nous accueillons aussi tous ceux et celles qui, ne participant pas au cours, sont néanmoins intéressés par le sujet. Et du coup, nous sommes ravis de pouvoir réunir vraiment des gens de tous les pays francophones qui partagent cet intérêt pour l'amélioration des données de leur pays pour permettre de meilleures prises de décision par les programmes de vaccination. Donc, je salue en particulier les accompagnateurs et accompagnatrices OMS scolaires, qui sont donc des anciens qui ont terminé au moins un cours scolaire de l'OMS et qui se sont engagés donc pour accompagner les scolaires des cours actuellement, qui se déroulent actuellement. Un bienvenue chaleureux à vous et je vois donc Patrick Ilunga de la RDC, Thomas Bolochikasima du Madagascar, Gustave Dilla N'Djamena, Ousmane Koulibaly de Guinée-Conakry. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Toutefois, je vous invite à vous rendre sur menti.com et à utiliser le code 38 78 60 71. Donc rendez-vous, le moyen le plus simple, c'est si vous êtes sur votre laptop, c'est d'aller sur votre téléphone et d'aller sur votre navigateur Internet. Et là, je vois déjà qu'il y a des Tchadiens, Béninois, Guinéens et Malgaches, Camerounais qui ont déjà trouvé comment ça marche. Donc rendez-vous sur le site menti.com. Vous verrez qu'on vous demande d'utiliser un code. Donc le code, c'est 38 78 71. Et alors, je vois que ça défile très vite. Et ainsi, vous pourrez vous-même donc rentrer. Vous verrez, après avoir rentré le code, vous verrez une case donc, qui vous demande de préciser le pays à partir duquel vous participez à cette séance. Et là, vous pourrez donc inscrire le nom de votre pays. Pour l'instant, 25 sur les 372 participants ont trouvé comment ça marche. Donc, rendez-vous sur menti.com. Donc, si vous voulez taper aussi, vous présenter aussi dans le chat, donc dans le dialogue en direct, vous êtes les bienvenus. Mais c'est encore plus intéressant si vous vous rendez sur menti.com sur votre navigateur. Alors, si vous accédez à Zoom au webinaire depuis votre téléphone, vous pouvez simplement aller vous rendre sur votre navigateur. Vous devrez garder l'écoute donc du webinaire, vous continuerez à m'écouter, mais vous pourrez alors inscrire le pays à partir duquel vous vous connectez. Et donc, ce sera le premier des deux modes d'interaction que nous allons utiliser aujourd'hui, qui vous permettra donc tout au long du webinaire de réagir, de donner vos avis, de participer à ce webinaire, en plus d'écouter évidemment la parole des experts des contributeurs à l'Académie du monitorage de la vaccination de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Jaurès, je ne peux pas saluer, vous êtes trop nombreux, vous êtes très nombreux, donc impossible de vous saluer tous et toutes, mais je vois qu'il y a des personnes donc, qui ont accédé aux questions-réponses et qui tentent d'inscrire le nom de leur pays dans le question-réponse. Alors vous n'êtes pas au bon endroit. Rendez-vous donc sur menti.com. Utilisez le code 38 78 71. Pour ceux qui ont connu le Minitel, j'ai l'impression de répéter un code de Minitel, mais donc allez à www.menti.com. C'est la vérité de ce que vous devez faire. Utilisez le code donc 38 78 71. Et c'est là où vous pourrez donc nous indiquer, fièrement nous indiquer à partir de quel pays vous vous connectez. Alors, juste pour répondre à quelques questions vite fait, donc Lansana Sonko qui demande quel est le lien entre ce webinaire et la mission du scolaire de la semaine du 16. Donc ce webinaire est ouvert à tous et toutes.
y compris donc des personnes qui n'ont pas été sélectionnées pour la première cohorte de l'Académie du monitorage de la vaccination. Si vous êtes scolaire, on espère que vous allez trouver ce webinaire tout à fait pertinent. Il n'est pas obligatoire pour les personnes qui participent au cours, mais on encourage fortement votre participation. Vous y trouverez de très bonnes indications qui vous aideront à progresser dans le cours proprement dit. Donc, je vois donc pour l'instant 148 sur les 425 ont réussi à inscrire leur pays. Et je vois donc les contingents les plus importants donc de participants qui ont réussi à se servir de cet outil, donc menti.com, 38, 78, 71, viennent du Burkina Faso, du Cameroun, Madagascar, Niger, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Tchad, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry. Donc je vois quand même et cela devrait vous donner voilà, un sentiment de réunir. Donc, nous sommes actuellement 430 participants et nous prenons ces quelques minutes en début de webinaire pour vous présenter donc ce premier outil. Le deuxième outil, ce sera donc l'outil questions-réponses que certains d'entre vous ont déjà découvert. Alors pour Kofi et Antoine qui n'arrivent pas à accéder à menti.com, ça doit être un problème d'accès de votre réseau. Donc je vous invite, malheureusement, nous n'avons aucun moyen pour intervenir sur la qualité de votre réseau. J'en suis navré, évidemment. Alors pour Thomas Noël-Gaha, donc le webinaire aujourd'hui est bel et bien en français. Les webinaires de l'Académie du monitorage de la vaccination sont proposés. Il y a une série de webinaires en anglais et sur les mêmes thématiques. L'ensemble, chaque webinaire est également présenté en français. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir nous adresser donc aux francophones aussi bien qu'aux anglophones. Et alors la question qui revient le plus souvent, c'est l'enregistrement de ce webinaire sera-t-il partagé? Absolument. S'il vous plaît, nul besoin de poser et reposer cette question. Oui, l'enregistrement et l'ensemble des ressources qui seront présentées par Laure Dumollard et Yann Greven donc seront évidemment partagés avec vous. Donc nous sommes maintenant à plus de 200 personnes qui ont répondu. On voit que les Camerounais sont quand même largement devant en termes de nombre de participants qui ont inscrit le nom de leur pays à partir duquel ils se connectent sur le site menti.com. Donc, je pense qu'on peut maintenant passer à la diapositive suivante et c'est avec grand plaisir donc, que je vais d'abord vous donner des conseils pour une séance productive, mais surtout passer la parole à Yann Grevendonck et son invité aujourd'hui, donc, qui est Laure Dumollard. Mais d'abord, vous voyez ici donc, des conseils. Vous avez découvert l'outil menti.com. Alors cet outil, c'est uniquement quand on vous sollicite que vous rendrez sur menti.com et utiliserez le code donc 38 78 71. Et par contre, tout au long de la rencontre, vous allez pouvoir utiliser l'outil questions-réponses. Donc cherchez le bouton Q et R, cliquez dessus et vous verrez que vous avez la possibilité de soumettre vos questions, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également voter sur les questions qui vous semblent les plus intéressantes et auxquelles vous souhaitez vraiment voir l'équipe, donc les présentateurs de l'Organisation mondiale de la santé répondre. Pour voter, eh bien, en bas à gauche de chaque question, il y a une petite main levée comme ça avec le pouce en l'air. Vous cliquez dessus et cela indique que vous souhaitez avoir une réponse à cette question. Donc, nous répondrons en priorité aux questions qui recueillent au moins 20 votes, comme nous sommes maintenant 455 dans la salle. Donc, vous avez aussi la possibilité de lever la main pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole. Alors ça, ne soyez pas déçus si vous n'obtenez pas de réponse tout de suite et si on ne vous sollicite pas pour intervenir. Évidemment, nous sommes très, très nombreux, ce qui est tout à fait extraordinaire. Nous saluons votre enthousiasme et votre motivation pour participer à l'amélioration des données de votre pays. Mais je tiens aussi à dire, malheureusement, nous ne pourrons pas accommoder tout le monde. Et enfin, en ce qui concerne les documents de référence, vous voyez donc sur votre écran un lien tinyurl.com/ressources-amv. Donc vous pouvez recopier ce lien et à l'aide de ce lien retrouver donc déjà la totalité des ressources qui seront présentées dans ce webinaire. Voilà pour les conseils. Je regarde donc sur les questions. Aucune question n'a recueilli plus qu'un seul vote. Donc, je vous invite vraiment à
faites bon usage du question-réponse. Je vois des merci pour cette invitation et des bonjours. C'est très sympathique, mais ce n'est pas l'objet de l'outil question-réponse. Donc, souvenez-vous, nous avons deux outils, menti.com d'un côté et les questions-réponses. Donc, faites bien la distinction entre les deux. Je sais pour ceux d'entre vous dont c'est la deuxième fois au webinaire, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. On comprend aussi que lorsque c'est la première fois, il faut un petit peu de temps pour assimiler ça. Voilà, donc Yann a préparé une diapositive qui montre bien donc Zoom. C'est pour voir la présentation, écouter les présentateurs, poser vos questions et pour voter sur les questions des autres participants. Menti.com, c'est lorsque Yann ou Laure vous sollicite, vous demande donc de vous rendre sur menti.com. Allez-y, utilisez le code 38 78 71 et c'est là que vous pourrez participer aux quiz et questions interactives. Alors voilà, je passe maintenant la parole à Yann Grevendonck qui va présenter son invité, donc Laure Dumollard, et lancer le webinaire. Oui, merci, merci Reda, merci à tout le monde pour y participer encore tellement nombreux. Moi, c'est Yann Grevendonck, j'aide Reda avec l'organisation du cours scolaire et aujourd'hui pour cet webinaire, on a une co-présentatrice, donc ma collègue Laure, et je lui laisse introduire. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Laure Dumollard, je travaille à l'Organisation mondiale de la santé au siège à Genève depuis une quinzaine d'années et je suis principalement en charge de la collecte et de la diffusion des données annuelles en matière de vaccination. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'outil principal qui est utilisé pour collecter ces données auprès des États membres de l'OMS, qu'on appelle sous l'acronyme JRF, et qui veut dire Joint Reporting Form, c'est un acronyme en anglais, qui est un rapport conjoint entre l'OMS et l'UNICEF pour collecter les données. Et je suis heureuse d'avoir l'occasion, durant ce webinaire, de vous parler un petit peu davantage du JRF et aussi de ce qui est fait des données une fois qu'elles sont collectées. Donc, je vais commencer ce webinaire par vous définir les objectifs qui sont prévus pour cette session. Et il y en a trois principaux. Le premier étant de faire le point sur la couverture vaccinale et l'équité. Donc, vous expliquer un petit peu quelles sont les données les plus récentes en matière de couverture vaccinale et où en est l'équité. Et deuxièmement, expliquer comment les données nationales sont collectées et utilisées au niveau global. Et puis, troisièmement, vous indiquer quels sont les outils et les données, les visualisations qui peuvent être à votre disposition pour faire vos analyses. Et afin de répondre à cet objectif, un agenda a été défini avec 6 points. Le premier sera un quiz très amusant, vous verrez. Ensuite, nous verrons ensemble quelles sont les données globales sur la couverture et l'équité. On fera une vue d'ensemble très intéressante. Ensuite, Yann parlera de l'évaluation de l'équité en santé. Et puis moi, je parlerai de mon sujet favori qui est le formulaire de rapport conjoint, comme j'ai dit, plus connu sous le nom de JRF. Nous parlerons aussi des estimations de couverture nationale qui sont faites par l'OMS et l'UNICEF, qui sont connues sous l'acronyme VUENIC pour WHO UNICEF Estimation of National Immunization Coverage. Et on terminera par résoudre un mystère qui est celui où se trouvent les données collectées auprès des pays, où est-ce que vous pouvez les trouver pour pouvoir les utiliser. Oui, merci Laure. Comme Laure a dit, donc on va commencer avec un petit quiz, donc juste une petite quelques questions pour voir ce que vous savez déjà ou ce que vous ne savez pas encore sur les données en vaccination et équité. Donc la première question, c'est dans le monde par année, donc l'année passée, combien d'enfants ne sont pas vaccinés avec au moins 3 doses de DT-Coq? Donc, est-ce que c'est 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions ou 40 millions? Et là, vous allez sur menti.com, là où vous avez saisi votre pays. C'est la même application, donc peut-être votre téléphone.
Et donc, la plupart d'entre vous, jusqu'à maintenant, vous pensez que c'est plutôt 20 millions. Donc, et d'ici à quelques diapositives, on va explorer les réponses correctes. Donc, je ne vais pas vous donner juste maintenant ce qui sont les réponses correctes, mais je vais vous expliquer ça dans une minute. Un peu plus difficile, donc, quel est le principal facteur d'inéquité concernant la vaccination? Est-ce que c'est le sexe des enfants? Est-ce que c'est, par exemple, que les filles, elles sont moins vaccinées que les garçons? Est-ce que c'est plutôt urbaine versus zone rurale? Est-ce que les gens qui vivent dans les milieux urbains, est-ce qu'ils ont plus de chances d'être vaccinés? Est-ce que c'est la situation économique de la famille de l'enfant? Donc, est-ce que c'est s'ils sont pauvres ou riches? Ou est-ce que c'est l'ordre de naissance de l'enfant? Donc, la plupart de vous, au moins les 150 qui ont déjà voté, vous pensez que c'est surtout zone urbaine versus zone rurale. Donc, là, on va découvrir aussi la réponse correcte, parce que là aussi, il y a une réponse correcte. Donc, il y a 150 personnes qui pensent que c'est zone urbaine versus rurale, et encore une trentaine qui pensent que c'est la situation économique et sexe d'enfant et l'ordre de naissance, vous pensez que c'est moins impactant, moins important comme facteur qui va déterminer votre probabilité d'être vacciné. Et une dernière question. Là, vous savez peut-être que déjà 2 ans, on collecte à niveau global les données des districts. Combien de districts, selon vous, rapportent un taux de couverture supérieur à 100% pour quoi que ce soit la dose et l'antigène et le vaccin? Est-ce que c'est moins que 5%, de 5 à 10%, de 10 à 20%, de 20 à 30%, ou même plus que 30%? Et là, on voit que il y a un peu de tous, mais donc la plupart d'entre vous, 70 pour l'instant, vous pensez que c'est peut-être même plus que 30%. Ou il y a aussi des gens qui pensent que c'est moins que 5, 5 à 10, 10 à 20 et 20 à 30. Donc là, on va de nouveau découvrir ce qui c'est d'ici à quelques minutes. Je passe la parole à Laure pour expliquer un peu cette diapositive. Alors, un grand bravo à la majorité des personnes qui ont bien répondu ici, parce qu'effectivement, c'est 20 millions d'enfants qui n'ont pas reçu 3 doses de vaccins contenant le DT-Coq. On va vous dire tout le temps le DT-Coq dans l'avenir, mais en fait, ce sont des vaccins qui contiennent le DT-Coq, qui sont des vaccins combinés. En 2017, effectivement, 20 millions d'enfants n'ont pas reçu ces 3 doses. Et ce qu'on remarque avec la ligne en noir, c'est que la couverture vaccinale stagne au niveau global autour de 85%. Alors, ce que nous indique plus précisément ce graphique, c'est effectivement cette stagnation de la couverture et qu'on a depuis, si vous regardez bien, environ 2010, 20 millions d'enfants qui n'ont pas 3 doses de DT-Coq chaque année et que la moitié d'entre eux se situe dans une région plus en particularité, la région africaine. Comment se répartissent ces 20 millions? Eh bien, en fait, ces 20 millions, ce sont 13 millions d'enfants qui ne sont juste purement et simplement jamais atteints, qui n'ont même pas une première dose de DT-Coq, et 7 millions qui sont abandonnés entre la première et la troisième dose. Et ceci est illustré par le graphe que vous avez ici devant vous. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde ces 20 millions avec les 20 petits enfants que l'on voit dans le graphique en bas à droite, on a donc en vert 17 sur 20 enfants qui sont effectivement vaccinés avec 3 doses de vaccin contenant le DT-Coq. On a un enfant en orange
qui est abandonné entre la première et la troisième dose. Et on a de façon beaucoup plus quelque chose qui est inquiétant, de façon plus inquiétante, c'est 2 enfants sur 20 qui ne recevront jamais une seule dose de vaccin, d'un vaccin contenant le DT-Coq. Maintenant, si on regarde ces informations de façon un petit peu plus focalisée sur la région africaine et ce qu'elles signifient, comme je vous le rappelle tout à l'heure, j'ai dit que 10 millions sur les 20 millions des enfants qui n'ont pas reçu les 3 doses sont en Afrique. Ce qu'on remarque, c'est que l'Afrique doit faire des efforts phénoménaux, ne serait-ce que pour maintenir une couverture vaccinale qui pourtant est déjà assez basse. Pourquoi? Parce que si vous regardez le graphique de gauche, l'Afrique fait face à une accélération démographique assez phénoménale, qui fait même qu'en 2017, pour la première fois, il y a plus d'enfants à vacciner en Afrique que dans la région que l'on appelle à l'OMS CIARO, qui est l'Asie du Sud-Est, qui comprenait par exemple l'Inde. Donc, pour maintenir une couverture vaccinale égale chaque année, l'Afrique, à cause d'un dénominateur qui augmente énormément, doit chaque année vacciner davantage d'enfants. Et c'est ce qu'on voit ici dans le graphique de droite. Si vous regardez au niveau global, le numérateur, il stagne. Mais par contre, si vous regardez la barre rouge représentant l'Afrique, vous pouvez voir qu'il y a chaque année davantage et davantage d'enfants qui sont vaccinés. Au niveau mondial, ce que l'on fait aussi avec les données qui sont collectées auprès des États membres, c'est qu'on suit les objectifs qui sont définis dans le plan d'action mondiale pour la vaccination. Vous avez l'acronyme ici PAMV, mais qui est souvent plus connu sous son acronyme anglais qui est le GVAP. Alors, on regarde ces données au niveau global. Vous avez 4 graphiques ici, celui qui représente le niveau global. On regarde les données aussi pour chaque région de l'OMS, ici la région africaine. Et puis aussi, on regarde les données au niveau des pays. Et là, nous avons 2 exemples de pays, le Burkina Faso et le Tchad. Et que nous indiquent ces graphiques? Eh bien, en fonction de la couleur des bulles, on peut voir s'ils arrivent à atteindre les objectifs du GVAP. Donc, si la bulle est verte, on voit que l'objectif du GVAP a été atteint. Et puis, ce que nous indique aussi l'absence de bulles en face de certains vaccins ou doses, c'est que la dose ou le vaccin n'ont pas été introduits dans le calendrier vaccinal du pays. Depuis 2 ans, au niveau mondial, au niveau global, je devrais dire, on collecte des données au niveau sous-national. Donc, auparavant, certaines régions le faisaient, mais au niveau global, on s'arrêtait à la collecte des données nationales, de couverture nationale. Depuis 2 ans, pour les années 2016 et 2017, au niveau global, on a commencé à collecter des données par ce qu'on appelle le district. Le district étant en fait ce qu'on a demandé au pays, en fait, c'est de reporter les données du 2e niveau sous-national. Donc, souvent, le 1er niveau sous-national, c'est la région ou la province, et le 2e niveau sous-national, c'est le district. Ici, vous avez quelques exemples de pays, le Burkina Faso, le Tchad, la RDC, qui ont rapporté ces données. Et ce que vous voyez, c'est qu'un grand nombre de districts sont en couleur violette. Et la couleur violette, en fait, est la couleur qui est attribuée pour les districts pour lesquels ils ont plus de 100% de couverture. Donc, tout à l'heure, on vous a demandé dans le quiz quel était le nombre quel était le pourcentage de districts qui avaient plus de 100% de couverture. C'est supérieur à 30%. Quand on regarde ce qui a été rapporté à l'OMS pour les années 2016 et 2017, on a à peu près 140 des 194 pays membres qui ont rapporté des données sous-nationales. Et dans ces 140 pays, plus de 30% des données sont des couvertures vaccinales supérieures à 100%. Et parfois largement supérieures à 100%, elles peuvent aller même être supérieures à 150, 200, voire 300%.
Vous avez ici une illustration de la RDC avec un district qui a des couvertures vaccinales supérieures à 200%. Oui, merci Laure. Là, vous voyez une autre chose. Par exemple, ici au milieu, le chat, vous voyez une grande bulle en violette qui est peut-être N'Djamena, un grand district avec une couverture très élevée. Donc, ça indique aussi un autre phénomène qu'on a, c'est la urbanisation. Donc, le flux des gens de la campagne vers les grandes villes. Et je vais vous parler un peu de ça avec le diapo suivant. Et tout d'abord, juste pour dire que les moyennes, ce que vous a présenté Laure, les moyennes nationaux, globales et même par district, qu'elles peuvent masquer des différences considérables dans ces districts. Là, à la côté droite, vous voyez une photo d'un favela, donc ce qu'on appelle un favela, donc de résidence informelle à São Paulo, en Brésil, où vous voyez qu'il y a des bâtiments des gens très riches juste à côté de cette favela. Donc là, comme ça va être le même district, la même organisation administrative, vous voyez que chaque moyenne qu'on va produire pour ce district va cacher en fait une diversité assez énorme contingent qui habite là. À la côté gauche, vous avez une graphe qui donne un peu la couverture pour quelques pays africains plutôt. Ouais, il y a l'Indonésie aussi, mais quelques pays de priorité, disons, où vous voyez que par exemple le Nigeria, qui a une couverture de peut-être autour de 50%, vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité dans le Nigeria. Donc, vous voyez en fait que les gens les plus riches à Nigeria, ils atteignent des couvertures supérieures à 80%. Et en même temps, les plus pauvres à Nigeria, ils atteignent que 10% ou moins. Donc, c'est vraiment incroyable la différence, les contrastes. Donc, ce sont vraiment 5 mondes différents. Là, vous voyez aussi, par exemple, que même un pays comme le Pakistan, qui a quand même des couvertures assez élevées, a aussi sa groupe de plus pauvres qui atteignent des couvertures qui sont assez comparables avec les pays de l'Afrique, comme le Tchad, l'Éthiopie, l'Angola. Donc, ils ne font pas mieux que ça, en fait. Donc, là, il faut juste, c'est juste pour vous sensibiliser un peu sur cette différence. Et effectivement, donc, on vous avait demandé quel est le facteur principal ou le facteur plus important d'iniquité qui pourrait expliquer l'iniquité. Donc, là, je vous explique un peu ce que vous voyez là. Donc, à la côté gauche, on a graphé la différence entre couverture entre garçons et filles, dont je pense 75 DHS et mix. Et vous voyez qu'il y a en fait pas beaucoup de différences. Et même s'il y a des différences, normalement, ce n'est pas significatif du point de vue statistique. Si on fait le même exercice avec la différence entre couverture dans les milieux urbains ou ruraux, on voit que là, il y a déjà plus de différences. Par exemple, ici à Nigeria, peut-être, il y a une différence de presque 40%, ce qui veut dire que les gens dans la campagne ont une 40% moins de probabilité d'être vaccinés que les gens dans les milieux urbains. Mais la grande différence, c'est vraiment la différence entre les pauvres et les riches. Et avec un peu plus d'analyse, en fait, le message clé ici, c'est si vous êtes pauvre, vous avez beaucoup moins de probabilité d'être vacciné que les autres. Donc ça, c'est vraiment le facteur le plus important qui va expliquer la différence entre couverture. Dans notre séminaire en anglais, la semaine passée, on avait la participation d'Ahmed Reza Hosseimpour, qui est notre responsable du monitorage en cette matière. Malheureusement, il ne parle pas le français. Il est en train d'apprendre. Il m'a promis
que pour l'année passée, l'année qui vient, il va faire un effort. Mais pour maintenant, donc, il parle encore pire que moi, donc ça veut dire quelque chose. Donc, je vais présenter ces diapositives de son part. Donc, encore une illustration. Donc, si vous avez les moyennes seulement et si vous allez faire des décisions basées sur cette moyenne, vous risquez de prendre des décisions qui ne sont pas correctes. Donc là, par exemple, pour croiser cette rivière, si vous savez seulement que la profondeur moyenne est 3 pieds, donc vous n'allez pas voir ce trou qui se pose. Donc, ce monsieur, il est tombé dans le trou. Juste pour dire que je ne vais pas expliquer tout ce qui est dans cette diapositive, mais juste pour dire que dans le SDG, donc les objectifs de développement durable, on parle beaucoup d'inégalité, inéquité, la nécessité de réduire ou mettre fin à la pauvreté, et d'assurer égalité entre sexes, entre groupes de situations économiques différentes et tout ça. Donc, vraiment, c'est un peu le thème des 10 ans qui vont venir. L'OMS, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, il y a beaucoup d'outils en fait qu'on a développés, et c'est surtout l'équipe d'Ahmed Reza qui a développé ça. Malheureusement, seulement en anglais. Donc, c'est un peu la contrainte maintenant. Il y a quelque chose qu'on va traduire en français, mais pas tout en fait, pour ce instant. Et moi, je vais vous montrer quelques ressources qui sont là déjà. Mais bon, juste pour dire que la plupart, ça sera en anglais. Donc, tout d'abord, dans l'Observatoire global de la santé, mondial de la santé, de l'OMS, on a le Health Equity Monitor qui va vous donner un peu une vue d'ensemble de ce qui passe avec les inéquités ou la manque d'égalité entre services de santé dans le monde. Donc là, on parle de santé en général, mais on inclut les vaccinations et la couverture d'immunisation. Je ne vais pas trop parler ici parce qu'en fait, c'est assez global et ça ne va pas trop dans les situations spécifiques des pays. Il y a aussi des publications en anglais qui sont plutôt descriptives de cette inéquité. Et il y en a même 2 qui parlent de vaccination et surtout le dernier, il parle de vaccination cas pour cas dans 10 pays de priorité pour la vaccination. Là, il y a aussi un manuel que Ahmed Reza a développé pour que les pays ils peuvent prendre ça et monitorer les inéquités dans leur pays pas pour pas. Avec une série de PowerPoint, donc de diapositives qui accompagnent cette théorie. Et comme j'ai dit, en fait, pour l'instant, c'est tout en anglais, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut traduire d'ici à une année. Il y a aussi un e-learning module donc, où vous pouvez aller en ligne et suivre ça. Donc, ça, c'est ou bien sur l'extranet de l'OMS, ou bien pour ceux qui travaillent dans l'OMS, on a le iLearn qu'on utilise pour notre capacitation. Donc, c'est aussi inclus là-bas. Et finalement, donc, Ahmed Reza, il a constaté que beaucoup de gens ils trouvent que le manuel était assez théorique. Donc, il a aussi développé un manuel pas par pas, qui est un peu plus pour tout le monde, quoi. Donc, qu'on peut comprendre sans savoir trop de monitorage et évaluation, sans comprendre trop d'équité même. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner un peu une démonstration. Donc, je vais entrer dans le logiciel de ce qui est le Health Equity Assessment Toolkit. Donc, ce que je veux dire d'abord, donc, il y a le Health Equity Assessment Toolkit HEAT, qui est une version en ligne qui vient déjà chargée avec 330 enquêtes de couverture. Et il y a un autre qui est le HEAT Plus, qui en fait est vide, mais que vous pouvez installer sur votre machine et vous pouvez faire
upload, donc vous pouvez nourrir cette HeatPlus avec votre base de données. Donc, c'est une manière pour visualiser les bases de données que vous aviez déjà. Moi, maintenant, je vais juste démontrer le Health Equity Assessment Toolkit parce qu'en fait, c'est un outil très intéressant qui permet un accès très rapide à les analyses de la couverture, des enquêtes de couverture qui se sont déjà produites dans votre pays. Donc, juste une interruption parce qu'on a une question qui va bientôt atteindre le seuil qui a dépassé le seuil des 20 votes. Est-ce qu'on a le temps pour 2-3 questions rapides? Oui. Avant la démo. Alors, la première question donc, de Patrice Koulibaly qui demande le dénominateur n'est-il pas un facteur très déterminant de la vaccination? Un recensement qui date de 2006, je suppose, est-il un problème? La question n'est peut-être pas claire et de nouveau, il faut qu'on reste dans le sujet précis. Alors, quelle réponse pouvez-vous apporter à Patrice Koulibaly? Oui, moi, je dirais, en effet, Patrice, donc c'est un facteur très déterminant. En fait, les dénominateurs et plutôt les cibles aussi sont très importants pour l'inéquité, pour l'aborder. En fait, un recensement qui date de 2006, oui, c'est assez vieux. Donc là, il faut un peu chercher s'il y a des stratégies alternatives qu'on peut avoir pour mieux comprendre la population, et c'est-à-dire le dénominateur aussi, la cible. Je ne veux pas trop dire maintenant parce qu'on va avoir un webinaire qui est ciblé sur la cible, sur le dénominateur. Ce n'est pas le webinaire qui vient, mais d'ici à 2 semaines, on va faire une session spécifique pour votre question, en fait, avec Mamadou Diallo d'UNICEF. Donc, je ne vais pas traîner beaucoup de temps à cette question ici, mais je comprends qu'elle est très, très pertinente. Alors, juste une autre question, si vous voulez bien. Donc, Frédéric Ngoulou, et je pense que cette question, justement, Laure Dumollard est la bonne personne à qui l'est posée. Que pouvez-vous nous dire sur le remplissage du JRF entre l'UNICEF et le pays, sachant que ce sont les responsables UNICEF qui sont nominés sur le JRF alors que celui-ci est rempli par l'équipe PEV-pays? Alors, Laure, si vous souhaitez renvoyer cette question à plus tard dans le webinaire, n'hésitez pas, mais si vous pouvez apporter une réponse, elle a recueilli 26 votes. Je remercie tout le monde pour cette question. Effectivement, peut-être qu'on aura des informations un petit peu plus complémentaires un peu plus tard dans le webinaire, mais je peux tout de suite apporter quelques clarifications. Donc, le JRF, le Joint Reporting Form, est le mot joint, c'est ça veut dire conjoint commun entre l'OMS et l'UNICEF. Et c'est l'OMS et l'UNICEF qui sont les collecteurs de données, mais les responsables pour remplir le JRF, c'est les États membres. C'est-à-dire que le questionnaire est envoyé aux États membres, aux 194 États membres de l'OMS, et c'est les équipes du PEV qui le remplissent, qui sont responsables de le faire. Parfois, ils demandent l'appui des partenaires pour le faire, mais ce sont eux qui qui sont responsables des données qu'ils partagent avec l'OMS et l'UNICEF. Donc, l'UNICEF et l'OMS sont les récipiendaires des données, et ce sont les responsables de l'équipe du PEV qui remplissent ces données chaque année, qui remplissent le JRF. Merci. Alors, je vois que vous avez indiqué que vous souhaitiez répondre à la question de Fousseini Dembélé. Donc, cette question a recueilli 27 votes. Il s'agit vraiment des questions, des premières questions à poser, on va dire. Qu'est-ce qu'une donnée? Qu'est-ce qu'une donnée valide? Et quel est le mécanisme pour vérifier la qualité d'une donnée? Oui, merci Fousseini. Je dirais que c'est une question assez philosophique, mais très pertinente aussi. Donc, c'est quoi une donnée? En fait, une donnée, c'est une pièce d'information. Par exemple, on a vacciné 380 enfants pendant 7 mois dans ce district. Cette information qui est enregistrée, rapportée, traitée. Donc, c'est une donnée. Après, avec ces données, on va l'utiliser pour calculer un indicateur qui s'appelle la couverture. Donc, on va comparer ces données avec un dénominateur, une cible. Donc là, la question de validité, il entre. Donc, déjà dans la couverture, là, il y a 2 données où il y a deux éléments qui sont là, donc dénominateur, numérateur.
les deux peuvent avoir des problèmes de validité, c'est-à-dire elles ne représentent pas tout à fait la réalité. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait jamais exactement ce qu'est la réalité. Donc, on a différentes sources pour ça et on peut les comparer. S'il y a beaucoup de concordance ou de cohérence entre ces sources, on va penser que cette réalité est bien approximée avec les données ou l'indicateur. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire de plus. Ce qu'on va voir, c'est si vraiment cet indicateur il est suffisamment bon pour nous aider à prendre nos décisions. Donc, en fait, c'est ça qui, pour nous, est la qualité des données. Est-ce que les données sont suffisamment bonnes pour nous permettre de faire des décisions pour améliorer le programme? C'est en fait ça. Donc, si on peut dire qu'on peut utiliser, par exemple, la couverture comme un indicateur pour prioriser un district, on va dire que cette couverture, il sert son but. Maintenant, si toutes les couvertures sont au-delà de 100%, on doit les questionner. Donc là, on va plutôt utiliser les autres informations comme la couverture des enquêtes, ou se baser dans le taux d'abandon, ou se baser dans les numérateurs seulement, par exemple. Donc, comment vérifier? En fait, on vérifie un peu, on analyse la cohérence à tous les niveaux et de temps en temps, par tester ça par une enquête de couverture, principalement. Et ça, c'est une question où on peut parler beaucoup de temps là-dessus. Peut-être que je peux compléter, que je pourrais aussi donner des informations complémentaires ultérieurement pour répondre à cette question dans le cadre plus général du JRF, parce que pour ceux qui connaissent le JRF, on collecte des données de couverture administrative, mais on collecte aussi beaucoup d'autres données, notamment des données sur la surveillance. Donc là aussi, il y a les mêmes mécanismes qui se mettent en place pour collecter cette donnée, pour la valider et pour mettre en place des mécanismes de vérification. Merci Laure. Sinon, on va, avec votre autorisation, on va suivre avec la démonstration du HEAT. Donc là, je me suis déjà positionné sur la page de Health Equity Assessment Toolkit. On va vous donner les liens après dans une feuille de référence et ça sera aussi dans votre dossier de ressources. Juste pour dire, et j'avais expliqué ça, il y a deux versions, donc le HEAT et le HEAT Plus. On va utiliser celui-là qui vient déjà avec les 300 enquêtes de couverture. Et je vais ici à la logiciel en ligne. C'est toujours un peu un risque parce que ça peut être que maintenant ça ne marche pas et normalement ça marche toujours. Dans ce cas-là, j'ai encore un plan B. Oui, donc là, il vient. Donc là, il me donne l'écran principal, l'écran de bienvenue. Donc, je vais juste accepter les conditions sans les lire parce que je n'ai pas de temps. Mais juste pour dire que dans l'écran principal de HEAT, vous avez deux possibilités en fait. Vous pouvez explorer les inéquités ou vous pouvez les comparer. Donc, explorer, c'est juste pour explorer les données d'un pays. Comparer, c'est comparer les données d'un pays avec un autre ou avec ses pairs. Allons-y avec explorer d'abord. Donc là, normalement, le logiciel vous donne toujours l'Indonésie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, comme on est dans un appel anglophone, on va quand même prendre un pays anglophone. Et comme les Camerounais, vous êtes le plus nombreux, je vais sélectionner votre pays. Donc, qu'est-ce qu'on a là dans cet écran? Donc là, il va vous montrer toutes les enquêtes de couverture DHS, MIX et RH5, ici qui est en fait une enquête de couverture de reproductive health, donc santé reproductive. Et là, vous voyez qu'il y a des données pour 2014, 11, 6, 4 et 1994.
98. Normalement, ici, vous avez toutes les possibilités de ce que vous pouvez comparer là. Et il commence avec les accouchements assistés par du personnel qualifié. C'est juste la caractéristique de default. En fait, je vais laisser ça parce que je vais utiliser ça pour comparer les données de couverture de vaccination avec ça. Donc, je vais le comparer avec DTCOG3, donc DTP3 en anglais. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a deux histoires différentes ici. Donc, vous voyez que, et laisse-moi aussi faire ça un peu plus grand pour que vous voyez voir ça un peu plus. Voilà. Donc là, vous voyez déjà que dans les accouchements assistés, en fait, la problématique de l'inéquité ne s'est pas changée pendant les années. Donc, dans 20 ans, vous voyez que la brèche ou la différence entre les plus pauvres et les plus riches ne s'est qu'augmentée en fait à Cameroun. Donc là, vous voyez en fait pas trop de différence systématique d'année à année. Et vous voyez aussi que la différence est vraiment vaste. Par contre, pour ce qui est la vaccination, vous voyez que tout d'abord, la moyenne s'est améliorée. Donc, on voit cette tendance vers 100%. Vous voyez aussi que les plus riches, ils atteignent presque 100%. Mais vous voyez également que les plus pauvres, ils n'atteignent que 60%. Donc là, vous voyez qu'en fait, que tout le monde a fait un peu de progrès, à part des plus pauvres. Donc, ça s'appelle marginalisation extrême. Donc, il y a un groupe des plus pauvres qui est beaucoup moins servi que les autres. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'est quelque chose spécifique du programme de vaccination. Donc, en ce qui concerne l'accouchement assisté, il n'y a pas beaucoup de progrès. Donc, c'est vraiment quelque chose que peut-être les stratégies de programme de vaccination, ils ont marché bien à Cameroun. Là, ce que vous montre maintenant, c'est seulement couverture et accouchement assisté selon l'axis ou la dimension de situation économique. Là, vous avez les autres options aussi. Donc, vous pouvez voir ça par âge, par éducation de la mère, par lieu de résidence, donc urbain ou rural, par sexe ou par région subnationale. Donc, je vais juste introduire éducation et place de résidence pour voir quels sont les plus importants là. Donc, et là aussi, vous voyez que ici, les accouchements assistés, il n'y a pas trop de différence d'année en année et les brèches, ils sont assez vastes. Par contre, le programme de vaccination, vous voyez que dans les 3 dimensions, il y a de progrès, même si ce n'est pas tellement déterminé. Donc là, vous voyez, par exemple, économiquement, il y a peut-être, on allait mieux en 2006 que maintenant, mais bon. Sinon, pour le reste, vous voyez quand même qu'il y a une petite amélioration selon l'équité. Bon, c'est une première chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ça pour les pays que vous voulez. Donc ici, j'ai sélectionné Cameroun, mais ça peut être RDC ou les pays où on a au moins quelques enquêtes de couverture. Ce que vous pouvez faire après, c'est de voir ça dans un autre format où on va, par exemple, montrer les quintiles de pauvreté riche par une autre présentation et vous voyez ça un peu plus spécifique. Je vais changer ça pour DTP3 parce que maintenant il m'a pris les accouchements. Voilà, vous voyez la situation là. Et ici, je vais aussi montrer la différence entre régions. Je vais peut-être réorganiser ça. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là, dans quelques clics, c'est de vous montrer la couverture selon le mix de 2014
dans la région de Cameroun. Donc, vous voyez que Douala, il y a le centre, le nord-ouest, le ouest, sud-ouest, jusqu'à Yaoundé. Ils sont sur ou en dessous de la moyenne. Les autres régions, avec l'extrême nord le plus spécifiquement, ils sont en dessus, inférieurs à la norme. Donc là, ce sont des choses intéressantes que vous pouvez faire. Là, je peux aussi je peux comparer ça avec, par exemple, avec le rougeole, par exemple. Oui. Voilà, donc ça sont quand même des analyses assez faciles à faire qui pourraient être assez utiles pour votre analyse, pour votre compréhension de ce que passe vraiment dans votre pays selon ces études et ces enquêtes. Donc, juste pour dire qu'après, on peut aussi montrer les mesures sommaires, donc c'est-à-dire, par exemple, la différence entre le plus élevé et le moins élevé, donc le plus bas et le plus haut de chaque dimension. Donc, et vous voyez comment ça évolue sur le temps. Donc, c'est encore une autre manière pour visualiser ça, qui donne moins de détails, mais c'est un peu plus facile à interpréter. Et vous voyez qu'effectivement, donc la différence entre la plus riche et la plus pauvre, en fait, ça n'a pas vraiment diminué d'ici à 2004. D'accord. Ah, et là, c'est la différence entre régions. Donc, je vais juste rajouter la même chose par statut économique et peut-être lieu de résidence. Et vous voyez peut-être que vous pouvez voir un peu des tendances, mais ce n'est pas facile pour les voir. Donc, il y a une petite amélioration dans l'inéquité, mais pas trop. Donc, ça, c'est pour les indicateurs d'inéquité dans Cameroun. Donc, je vais juste comparer ça maintenant avec les pairs de Cameroun. Et maintenant, donc le problème, c'est qu'il est encore... Ouais, il vous montre encore les pairs de l'Indonésie aussi, donc je vais la quitter. Et juste rajouter les autres pays que je voulais rajouter, donc je vais quitter ça. Donc, je vais filtrer ça et je vais vous montrer ça avec la paire de... Ah, il dit Burkina Faso maintenant. Donc, je vais sélectionner Cameroun encore. Et là, il a déjà pris les paires de Cameroun, mais il a pris seulement les pays de revenus intermédiaires. Merci, Laure. Donc, vous voyez, si vous prenez ces pays, vous voyez que Cameroun est un peu comparable même avec Nigeria, juste avec une moyenne un peu plus élevée et avec une autre distribution. Mais vraiment, les plus pauvres, ils ne sont pas... c'est pas plus performant pour eux que, par exemple, qu'en Angola ou qu'en Nigeria ou à Kenya. Donc, je vais pas vous montrer beaucoup plus, juste pour vous dire que si vous voulez faire votre analyse, c'est assez facile de faire. Vous pouvez descendre la présentation en format PNG et JPEG, par exemple, pour la mettre dans une présentation de vous-même ou un rapport que vous allez faire. Avec ça, parce que je vois que Reda, il a déjà fâché avec moi.
pourrait être trop tard. Mais avec ça, on va continuer avec la présentation. Alors, nous allons continuer par une partie qui concerne les explications sur le monitorage et la surveillance au niveau international. Donc, c'est juste pour vous dire que j'ai parlé déjà de la collecte des données auprès des pays à travers le rapport conjoint OMS-UNICEF-GRF, mais il y a aussi d'autres sources pour les données qui sont collectées au niveau mondial, comme Yann vient de le dire, il y a les enquêtes de couverture vaccinale, DHS, MIX, etc. Et il y a aussi la surveillance des maladies. Donc, à travers cette surveillance des maladies, il y a certaines maladies pour lesquelles il y a un programme d'élimination, d'éradication, par exemple, qui font que l'OMS collecte des données, soit mensuellement, soit même hebdomadairement. C'est le cas de la rougeole pour la collecte des données au cas par cas de façon mensuelle, ou les données au cas par cas de la polio qui est faite de façon hebdomadaire. Donc tout ça, ce sont des données qui sont collectées au niveau global. Ces données sont traitées, on en a parlé, sont traitées, sont utilisées, sont validées et parfois elles sont un peu transformées. Il y a des estimations qui peuvent être faites. On en a parlé aussi. Les estimations OMS-UNICEF pour la couverture vaccinale utilisent toutes ces sources et puis cela va nourrir de nombreux rapports mondiaux. On a parlé du GIVAP. Alors, j'ai eu une question sur le Q&A. Donc, le GIVAP, c'est l'acronyme en anglais qui veut dire Global Vaccine Action Plan, qui est connu sous la version française Plan d'action mondiale pour la vaccination. Donc, c'est un plan mondial qui a été défini à la suite de la décade pour la vaccination. C'est un cadre d'action qui est prévu pour l'OMS, mais aussi tous ses partenaires, avec des objectifs à atteindre. Ces objectifs avaient été définis au début de la décennie, en 2010. Le plan a été validé en 2012 par l'Assemblée mondiale et avec des objectifs à l'horizon de l'année 2020. Et donc, c'est ce plan, c'est pour le suivi des objectifs de ce plan, par exemple, que toutes ces données sont collectées au niveau mondial. Il y a d'autres plans et d'autres rapports mondiaux qui sont générés grâce à toutes ces données qui sont collectées. Il y a l'initiative pour l'éradication de la polio, il y a tout le travail qui est fait par Gavi, il y a le développement des futures stratégies, comme les stratégies qui auront lieu après 2020, ou alors d'autres programmes que vous connaissez bien, comme l'initiative Measles, le MRI, comme on dit, Measles and Rubella Initiative, c'est l'initiative contre la rougeole et la rubéole. Voilà, ce ne sont que quelques exemples des utilisations au niveau global qui sont faites des données qui sont collectées dans chaque pays. Alors, l'un de ces outils pour collecter les données est le fameux GRF, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc Joint Reporting Form, qui est un rapport commun entre l'OMS et l'UNICEF. Alors, c'est un rapport commun qui est fait par les deux agences. Pourquoi? Parce que auparavant, les deux agences avaient besoin d'avoir des données de la part des pays pour pouvoir suivre les objectifs mondiaux qui ont été fixés. Et ces deux agences collectaient parallèlement et de façon un petit peu différente, avec des calendriers différents, les données, et se retrouvaient dans la situation absurde d'être deux agences des Nations Unies qui avaient des données différentes pour un même pays et un même indicateur, simplement parce que les calendriers et les process n'étaient pas les mêmes. Donc, depuis une vingtaine d'années, l'OMS et l'UNICEF ont décidé de travailler ensemble pour collecter conjointement des données auprès de ces États membres. L'idée était aussi de réduire la charge de reportage des pays afin qu'ils n'aient à reporter qu'à une seule agence, mais aussi qu'une seule fois par an. Donc, au début de chaque année, on demande aux pays de rapporter des données sur un certain nombre de sujets pour l'année précédente. Donc, vous avez le schéma qui explique un petit peu comment tout cela est fait entre l'établissement du formulaire
le fait que l'on se mette d'accord sur les questions qui seront posées et comment ça transitionne entre l'OMS et l'UNICEF au cœur de ce système, comme vous pouvez le voir, le MOH, Ministry of Health, le ministre de la Santé de chacun des 194 pays membres de l'OMS. Et les sujets sur lesquels les données sont collectées dans le JRF sont les données de surveillance et les cas de maladies qui peuvent être prévenus par la vaccination, les données de couverture vaccinale, administrative et officielle, donc c'est là qu'on demande le dénominateur, le numérateur pour pouvoir déterminer la couverture vaccinale, le calendrier de vaccination, les approvisionnements, les prix et l'achat des vaccins, des indicateurs de système et de performance, et puis aussi des informations sur les activités supplémentaires qui sont les campagnes en fait. Alors maintenant, je vais vous poser une question très très simple. Combien d'États membres de l'OMS, donc je vous ai dit ils sont 194, combien de ces États n'ont pas envoyé un JRF l'année dernière à l'OMS et l'UNICEF? Et donc vous pouvez vous rendre sur le site www.menti.com en utilisant le code 38 78 71 pour répondre à cette question. Et pendant que vous répondez à cette question, j'en profite pour faire une petite publicité du JRF. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, ça fait 20 ans que l'OMS et l'UNICEF se sont réunis pour collecter des données ensemble. Donc, cette année, on était très heureux de souhaiter les 20 ans du Joint Reporting Forum, du JRF. Et on en a profité pour passer un message crucial qui est celui de remercier les États membres de prendre le temps chaque année, année après année, d'informer l'OMS et l'UNICEF d'un certain nombre de données et qui sont très très utiles pour faire le suivi des objectifs mondiaux dont on vous a parlé ultérieurement. Donc je vois que vous êtes déjà presque 150, plus de 150 à avoir répondu à cette question. Et vous êtes une majorité à penser qu'il y a entre 12 et 30 pays qui, l'année dernière, n'ont pas envoyé leur JRF à l'OMS ou à l'UNICEF. Je ne sais pas si je peux déjà commencer à dire la réponse. Si, je vais dire la réponse. Donc en fait, la réponse, il n'y a que 15 personnes qui ont donné la bonne réponse. Effectivement, il y a 0 État membre qui n'ont pas envoyé leur JRF. Nous avons reçu 194 formulaires. Tous, tout d'un coup ça monte à 20-21, nous avons reçu tous les formulaires cette année pour les données 2017. C'était une vraie fierté, c'était la première année que nous avions absolument l'ensemble de nos pays membres qui rapportaient. Et la vérité, c'est qu'en fait, il y avait un peu plus que ça, parce qu'il y a même certains pays non membres qui rapportent leur JRF, qui sont des pays, des entités territoriales associées, mais qui ont le droit de rapporter des données à l'OMS et qui l'ont fait. Donc, on a même reçu un petit peu plus que 200 JRF l'année dernière. Mais l'intégralité des États membres ont rapporté leurs données à l'OMS, ce qui est très utile pour pouvoir faire le suivi, non seulement pouvoir faire le suivi des objectifs mondiaux, mais aussi pour pouvoir déterminer, aider à la détermination des futurs objectifs et des futures stratégies pour essayer de trouver comment vacciner ces 20 millions d'enfants qui ne sont pas vaccinés. C'est comme Alain qui dit bravo au pays et bravo au PF. Et je pense que c'est juste, c'est un grand travail et un esprit de collaboration qu'on a dans le programme. Donc, très bien. Là, il y a une autre question et votre question que vous pouvez vous poser la plupart des temps, c'est quoi ce unique et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas la même chose que notre donnée à niveau pays? Donc là, je voulais juste saisir cette opportunité pour vous expliquer que le unique, c'est un peu c'est un processus de triangulation et d'estimation par un comité d'experts qui prennent en fait les données d'enquête, de couverture, les données que vous envoyez, les administratifs et les officiels. Ils prennent tout ça en considération et qu'ils vont produire les estimations. Et tout à l'heure, quand on va
vous montrer où est-ce qu'on cache les données. Je vais prendre un ou deux exemples et je vais vous montrer ça. Juste pour dire aussi que dans le GRF, quant à couverture, donc il y a les enquêtes d'un côté. À l'autre côté, vous avez la couverture administrative, c'est-à-dire ce que vous dit votre système. Et il y a aussi la possibilité de nous dire qu'est-ce que vous pensez officiellement, quelle est votre couverture. Donc, l'officiel, c'est vraiment les estimations pays. Mais donc, là, tout ça, ça va être utilisé par un système de règles et un processus qui va revoir tout ça, réviser tout ça et faire des estimations WHO-UNICEF, donc l'OMS et UNICEF conjoint. Oui, là, on est arrivé à où cachons-nous les données. Donc, est-ce qu'on prend quelques questions avant ou est-ce qu'on va dans les données? Oui, allons-y avec quelques questions. Il y en a quelques-unes donc, qui ont recueilli plus de 20 votes, à commencer par celle de Patrick Ilunga Kumwimba. Donc, il y a une question aussi un peu intéressante, très générale. Quelles sont les causes, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui sont à la base de ces 20 millions d'enfants non vaccinés? Donc, un des premiers points de vos présentations, Yann et Laure, donc avec 28 votes. Oui, c'est facile. Donc, non, c'est pas vraiment facile, mais c'est très important, pertinent, je dirais. Donc, quelles sont les causes? Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 13 millions d'enfants qui ne sont jamais atteints par le système. Il y a 7 millions qui abandonnent leur schéma. Donc, pour ces 7 millions, en fait, c'est la situation la plus facile, ou plus facile que l'autre. Donc, on sait qu'ils trouvent les centres de santé, ou le centre de santé les trouve à eux, mais après, ils se perdent de vue. Donc, pourquoi est-ce que cette situation se produit? Normalement, ce sont des problèmes de service. Par exemple, parce qu'il n'y a pas de session routinière, il n'y a pas de stock qui est disponible toujours, ou peut-être parce que les gens ou les familles, les mères, ils ont eu une mauvaise expérience dans le centre de santé, par exemple. Et donc, ça pourrait mener à des situations où les gens ils viennent, mais après, ils ne souhaitent pas revenir. Donc, l'autre question pour les 13 millions, c'est un peu plus difficile à dire. Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas à les vacciner? Donc, en fait, il y a un peu, moi je dirais, deux raisons possibles. Donc, la première raison, c'est qu'ils habitent dans les districts ou bien très loin, très éloignés, ou bien dans les endroits qui ne sont pas accessibles par le système. Par exemple, à cause des conflits. Donc, maintenant, on voit beaucoup de districts, de régions entières dans le Moyen-Orient, mais aussi, par exemple, au Nigeria, Pakistan, Afghanistan, qui sont notamment les pays avec la plupart des enfants non vaccinés, qui ont des vastes régions qui ne sont pas accessibles. Donc là, on perd déjà une proportion de ces 13 millions. Après, ce sont encore des districts très éloignés, donc ce qu'on appelle les rurales éloignés. Mais de plus en plus, c'est aussi les pauvres qui habitent les milieux urbains. Donc, les gens qui viennent en ville, et qui se perdent de vue, pas nécessairement parce qu'ils sont difficiles ils sont pas loin, mais peut-être il y a une distance sociale plutôt que géographique. Et je pense que pour le programme, dans sa globalité, totalité, en fait, le défi, c'est vraiment de voir quels sont les grands groupes, pays par pays, district par pays, de cette 20 millions ou 2 ou 3 enfants par 20 qu'on n'atteint pas. Donc, ce n'est pas facile à vous donner une explication plus précise que ça, mais c'est en fait évoluer un peu la méthodologie RED, Reach Every District, atteindre chaque district, à atteindre chaque personne, vraiment. Alors,
Merci Yann. Alors il y avait les deux autres questions qui ont recueilli plus de 20 votes concernent là aussi alors l'abandon massif entre le DTC1 et le DTC3 et ensuite oui voilà quelles sont les causes selon vous et Ghislain Tomboko rajoute quelles sont les solutions correctrices. Je ne sais pas si c'est si on va pouvoir répondre sachant qu'il nous reste 21 minutes pour terminer la présentation et traiter d'autres questions. Donc qu'est-ce que vous pouvez apporter Il y a aussi brièvement? encore, on allait aussi montrer un peu les données, c'est aussi important, donc il y a encore cette partie. Donc l'abandon massif, moi je dirais que c'est pas tellement massif qu'avant. Donc dans la norme du PEV, on dit toujours moins que 10% c'est bien, plus que 10% c'est mauvais. Mais en fait, on voit on est déjà à 5% à niveau global. Donc il y a un peu plus d'abandon, par exemple, dans le Pacifique, par exemple dans l'Indonésie et tout ça, il y a un peu plus d'abandon. Mais en fait, normalement, dans les programmes, ils font ça déjà assez bien. Donc, c'est qu'un enfant sur 20. Donc, c'est l'enfant plus facile à rattraper, c'est vrai. Mais déjà, on a fait beaucoup de progressus. Donc, ça, là, on est content aussi de ça un peu. Pourquoi en Afrique, 20 millions d'enfants ne sont pas vaccinés? Juste pour clarifier ça, on parle de 10 millions. 10 millions sur 20. Donc, il y a 10 millions en Afrique. Sur ces 10 millions, 3,5 millions habitent déjà en Nigeria, qui a quand même une situation assez spécifique. Il y a aussi des autres pays avec des situations très difficiles, comme le CAR, le Tchad, RCA. Quelles sont les solutions correctrices? Il n'y a pas... On a venu dans une étape où il n'y a plus de solutions faciles, je dirais. C'est vraiment de voir quel est le contexte pays, qu'est-ce que sont les solutions les plus adaptées à ce pays, à ce contexte. Exactement ça que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que cette stagnation de la couverture vaccinale à 85% a fait qu'au niveau global, on s'est beaucoup interrogé sur ce qui se passait. On s'est dit, tiens, les anciennes stratégies qu'on connaissait ne produisent plus leurs recettes et on n'arrive plus à vacciner davantage et davantage d'enfants tous les ans ou au moins à augmenter cette couverture vaccinale. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à partir du moment où on atteint un certain seuil, et il semblerait que 85% soit le plafond de verre, quand on atteint un certain seuil, les recettes générale, globale, ne marche plus et qu'il faut vraiment descendre dans la contextualisation de pays par pays pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ensuite définir les stratégies adaptées à chacun de ces pays. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, l'OMS au niveau global collecte des données de couverture vaccinale sous-nationale pour pouvoir vraiment commencer à faire des analyses pays par pays. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte en collectant ces données, et notamment en voyant que plus d'un tiers des données de couverture vaccinale sont supérieures à 100%, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est travailler sur la qualité des données. D'où l'intérêt de ce cours entier qui a été monté ici par Yann et l'équipe de REDA, qui est que si on veut pouvoir définir les bonnes stratégies et prendre les meilleures décisions, il faut que ces décisions soient basées sur des données fiables. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à l'amélioration de cette fiabilité et aussi à l'amélioration de cette lisibilité des données qui sont collectées. Oui, merci. Donc peut-être, je pense qu'on peut continuer un peu avec où est-ce que on peut trouver les informations ou les données. Après, on va encore essayer d'aborder quelques questions. Donc, Laure. Oui, on n'entend pas Laure Dumollard. Elle doit d'abord activer son micro, s'il vous plaît. Désolée, je recommence. Je vous présente mes excuses. J'avais pas une mute. Oui, merci. Donc, je recommence. Donc, vous avez sur votre écran principal ici la page de données
qui est comme une sorte de page de lancement de toutes les données qui sont collectées au niveau global. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit ici des données qui sont collectées au niveau global. L'OMS a aussi des agences régionales et chaque agence régionale peut avoir aussi un site internet avec des données complémentaires. Mais ici, vous trouverez tout ce qui est collecté au niveau global. La source principale, c'est les données qui sont collectées dans le JRF, mais il y a aussi d'autres données qui sont collectées via d'autres méthodes de collecte. On en a parlé, soit les données d'enquête, soit les données de surveillance des maladies qui sont collectées de façon mensuelle ou hebdomadaire. Et vous pourrez trouver la plus grande partie de ces informations depuis cette page. Donc maintenant, si on déroule un petit peu cette page, comme je vous l'ai dit, la source principale étant le JRF, vous avez un premier lien actif qui est sur le JRF et si vous cliquez là-dessus, mais Yann, c'est pas la peine de le faire, vous tomberez sur une page qui vous explique ce que c'est que le JRF, mais comme on en a parlé ensemble, vous le savez déjà. Vous avez ensuite un lien actif qui vous permet d'avoir accès à un profil pays. Donc là, si on clique sur le WHO Member State, on a accès à une page active qui vous permet d'avoir des informations pays par pays. Ça n'a pas l'air de marcher quand on clique dessus. Là, vous pouvez sélectionner par exemple le Burkina Faso. Ça vous permettra d'aller rapidement trouver le pays. On clique OK. Et là, vous avez un certain nombre d'informations sur les données qui sont collectées. Alors, au départ, on a mis pour un petit contexte sur le pays. Donc, si on remonte, on a des informations sur le statut du pays, ses revenus et certains autres indicateurs. On a des informations sur la population. La source, c'est la population, c'est le UNPOP, c'est la population la division de la population des Nations Unies qui diffuse ces données une fois tous les 2 ans. Donc là, vous les avez année par année. Ensuite, vous avez le nombre de cas rapportés, la diphtérie, l'encéphalite japonaise, la rougeole, etc., etc. Et puis, vous avez aussi des graphiques qui sont disponibles avec les données qui sont rapportées. Donc, vous pouvez cliquer sur ces graphiques. Ils sont mis à jour assez régulièrement. Comme vous pouvez voir, celui-ci pour le Burkina Faso a été mis à jour le 21 septembre 2018 et vous pouvez le télécharger et les utiliser. Ensuite, il y a des données de couverture qui sont diffusées ici sur cette page. Ici, ce sont les données qui sont rapportées par le pays dans le JRF. Donc, ce sont des données qui viennent, qui sont soit les données officielles, par défaut, ce sont les données officielles, les données de couverture officielles qui sont mises. Et si elles sont manquantes, on prend les données de couverture administrative. Ça me permet de répondre à une des questions que j'ai vues ici. Quelle est la différence entre les deux ? Dans nos très nombreux pays, les pays ont un système de collecte des données administratives, donc ils savent exactement le nombre de doses qui sont administrées, le nombre d'enfants qui sont vaccinés, ils connaissent leur dénominateur et ça fait leurs données administratives. D'autres pays, pour avoir une information sur la couverture vaccinale, ne collectent pas ces données administratives et font très régulièrement, parfois même une fois par an, une enquête de couverture et c'est les seules données dont ils disposent. Et c'est pour ça qu'on leur a dit qu'ils pouvaient nous rapporter soit les données administratives, soit leurs données officielles, on a appelé ça les données officielles du pays, qui proviennent d'autres sources, qui peuvent être une enquête de couverture. Ensuite, vous avez ici les estimations OMS-UNICEF. Donc là, vous voyez pour le Burkina Faso, pour le BCG, pour la première dose du DT-Coq. Donc bien évidemment, DT-Coq, ça veut dire vaccin contenant le DT-Coq. Et là encore, vous avez des graphiques. Et ces graphiques sont assez intéressants parce qu'ils vous permettent de voir, de mettre en perspective, de faire une sorte de triangulation des données entre les données, les estimations OMS-UNICEF, les données administratives rapportées par le pays et le nombre de doses administrées. Et donc, on peut voir que peut-être, par exemple ici au Burkina Faso, on peut voir que le nombre de doses chaque année augmente, même si la couverture vaccinale stagne. Et donc, il doit très certainement y avoir une augmentation du dénominateur chaque année. Voilà. Ensuite, vous avez certaines informations sur le calendrier vaccinal. Donc ici, le calendrier vaccinal du Burkina Faso. Donc vous savez un petit peu, vous pouvez comparer pays par pays, quels sont les vaccins qui sont introduits dans le calendrier vaccinal et administrés dans le pays. Enfin, vous avez des indicateurs de système
classés par thème, par catégorie, gestion et planification, indicateurs de performance, ou sécurité de la vaccination, finance, etc., etc. Et si vous cliquez sur le titre qui s'appelle Immunization Indicator, voilà, comme le fait Yann, vous avez une liste beaucoup plus compréhensive de tous les indicateurs qui sont collectés dans le JRF. Et donc, vous pouvez sélectionner un pays, sélectionner tous ces indicateurs et avoir vraiment une photographie très, très, très détaillée du programme de vaccination du pays. Donc ça permet d'avoir des informations très détaillées. La plupart de ces informations qui sont collectées pour être mises elles sont disponibles sur le domaine public, mais elles sont collectées parce qu'elles ont une utilité précise, c'est-à-dire qu'elles répondent à un mandat qui a été donné à l'OMS et à l'UNICEF. On ne collecte pas des données juste pour le plaisir d'avoir des informations, on collecte des données parce que l'OMS a été mandaté par ses États membres de suivre certains objectifs. Donc, à chacun, tout ce que vous avez vu, même si ça paraît énorme, c'est lié à la nécessité de rapporter sur un objectif global et mondial. Ensuite, on peut continuer un petit peu plus à descendre. Ici, sur cette page, on a des données de la surveillance, on a les données de couverture et du coup, là, vous pouvez tout voir, les couvertures officielles, les couvertures administratives, les estimations OMS-UNICEF, les résultats 4.6, les résultats des enquêtes de couverture. Et si vous cliquez dans 4.3 sur les données, la page sur les données sous-nationales, vous avez un peu plus de détails sur les données qui ont été collectées depuis ces 2 dernières années. Les données de couverture sous-nationale qui ont été collectées par l'OMS au niveau global depuis ces 2 dernières années. Et Yann va maintenant cliquer sur les liens qui vous permet d'aller à certaines de ces graphiques qui vous ont été donnés dans les démonstrations. Elles sont toutes disponibles ici. Et donc, on peut voir, par exemple, que pour le Burkina Faso, alors ici, c'est le premier sous-niveau administratif. On peut faire peut-être la même chose pour le deuxième sous-niveau administratif au Burkina Faso à nouveau. Eh bien, on peut voir que la majorité des entités sous-nationales, des districts, ont une couverture vaccinale au-dessus de 100%, entre 100 et 150%. Et juste un point d'ordre pour nos présentateurs. Donc, avec le sourire, il nous reste 8 minutes avant la fin de ce webinaire. Nous avons donc un point d'ordre maintenant pour les participants. Vous avez été très prolifique. Vous avez déposé 200 questions, mais par contre, il n'y en a aucune qui a atteint le seuil de 20 votes. Donc, votez sur le petit pouce avec la main, la petite main avec le pouce levé si vous souhaitez que l'équipe réponde à au moins 1 ou 2 questions avant la fin de ce webinaire. Alors, en raison du temps, je ne vais pas détailler davantage cette page, mais vous pouvez voir qu'il y a aussi des informations sur le calendrier vaccinal, sur les indicateurs de performance, sur les campagnes. Donc, c'est absolument tout ce qui est collecté est disponible. Et je finis par ce qu'est en train de présenter Yann ici. Il est en train de présenter une application qui est disponible sur Android et Apple que vous pouvez télécharger depuis ce site. Vous avez toutes les informations et donc toutes ces informations sont disponibles sur une application depuis laquelle vous pouvez faire des cartes interactives, des graphiques interactifs que vous pourrez par la suite télécharger en présentation PowerPoint, etc., etc. Voilà. Oui, merci. Alors, je vais quand même finir par montrer la page de UNICEF, notre frère et ami de UNICEF. Et j'aurais dû le chercher, mais comme je ne l'ai pas fait, je vais montrer leur page comme ça. Donc, assez facile de le googler. Donc, là, vous avez en fait les mêmes uniques, donc les mêmes estimations, mais vous voyez déjà qu'il y a une carte interactive que vous pouvez explorer pour votre pays aussi. Ce qu'il y a aussi dans cette page, dans les ressources, vous avez une moteur de visualisation, un peu comme HEAT, mais pour visualiser la couverture. Donc là, il y a certaines analyses que vous pouvez
facilement faire et les incorporer dans votre rapport. Ce que vous avez ici aussi, comme dans la page de l'OMS, c'est aussi le lien vers le VUNIC. Donc, je vais juste terminer par ça. Donc, le country profile pour VUNIC. Donc, on a toujours parlé de Burkina, mais Burkina, ils ont quand même des bonnes données, des données assez fiables et tout ça. Donc, je vais montrer Tchad. Tchad, voilà, il est là. Et juste pour vous expliquer juste un peu la méthodologie VUNIC, donc je vais descendre ici. Je vais commencer par DTCOC 1. Et là, on a la présentation en bleu, les estimations VUNIC, donc les estimations OMS UNICEF. En rouge, les données administratives par l'étoile et les données officielles dans la boule ici. Donc, ce que vous voyez, c'est que Tchad, ils ont des données administratives assez élevées, supérieures à 100% même dans quelques années. Mais dans ce cas-là, ce que le comité d'experts a décidé, et il explique ça ici dans cette note, en 2017, ils disent « Report Data Calibrated ». Donc, ils ont pris en fait les données disponibles en 2016. Et en 2016, il y avait une enquête couverture qui a déterminé que la couverture n'était que 55%. Donc, en face de cette brèche, qui est plus élevée que 10%, donc ce que va faire le comité normalement, c'est de ne pas se fier dans les données qui sont rapportées. Donc là, on va calibrer vers cette enquête 2016. Après, ils ont aussi fait la remarque que, en fait, la baisse de couverture administrative qui a été proposée, en fait, il s'explique entièrement par la increase, donc une augmentation dans le dénominateur en utilisation. Donc, en fait, comme on a augmenté le dénominateur à Tchad avec 25% d'une année à l'autre, la couverture a baissé. Donc, ça, c'est quand même difficile à vraiment savoir ce qui se passe. Donc, dans ce cas-là, on va se fier dans la couverture. Il y a des autres pays, comme par exemple, laisse-moi voir, Burkina Faso encore, où vraiment les données sont un peu plus... On se fie plutôt à des données, mais par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enquêtes qui peuvent vraiment solidifier ça. Donc, il y a un peu de tout, mais c'est comme ça un peu qui marche le système. Donc, dans votre ressource, je vais aussi rajouter une présentation qui explique exactement quelles sont les règles qui sont utilisées par la communauté VUNIC. Et je pense avec ça, on peut retourner aux questions. Alors, il nous reste 3 minutes. Avant de passer aux questions, j'aimerais lancer un petit défi à l'ensemble des 534 participants qui restent actuellement avec nous. Et le défi est le suivant. Le défi est donc le prochain webinaire francophone aura lieu lundi prochain à la même heure. Le défi est le suivant. La prochaine fois, lundi prochain, venez inviter un de vos collègues et invitez-le à participer au prochain webinaire. Voyons si nous pourrons, lors de la prochaine séance, doubler le nombre de participants. Si chacun s'y met, nous serions logiquement plus de 1000 participants connectés tous ensemble au même moment pour œuvrer pour l'amélioration de la qualité des données de nos pays. Donc le défi est lancé. Je vous demande dans la fenêtre du chat de confirmer « Je m'engage » si vous engagez à venir avec un de vos collègues la prochaine fois, lui transmettre l'invitation pour y participer. Alors, au niveau des questions, il n'y en a aucune qui a recueilli plus de 20 votes depuis les dernières qu'on avait présentées, mais il me semble que la question de Frédéric Ngoulou est particulièrement importante avec 15 votes, avec la poussée démographique et les conflits dans les grands pays africains. N'est-il pas difficile de penser à l'atteinte de tous ces enfants dans ces zones de conflit ? Oui, tout d'abord, je vais essayer de répondre aux questions, mais aussi pour dire que j'ai lancé
une petite écran sur Mentis. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, aller au menti.com et dire si le webinaire a été pertinent pour vous. Il y a 3 questions qu'on pose là. Donc, juste pour dire, avec la poussée démographique et les conflits, oui, c'est sûr que c'est un contexte plein de défis, c'est sûr. Je pense que le futur, c'est vraiment de trouver des stratégies vraiment tailored ou spécifiques pour chaque contexte. Donc, par exemple, apprendre de polio qui doivent aussi apprendre eux, qui ont aussi dû apprendre de gérer avec des situations tellement difficiles comme ça, par exemple des conflits, urbanisation, oui, la poussée démographique. On est tout d'accord, c'est pas facile, c'est pour ça que le défi il reste là. Mais bon, on est quand même à chaque fois un peu plus proche du cible. Je ne sais pas, Laure, si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, je n'ai rien à ajouter. Je pense que tout a été dit, mais effectivement, c'est le grand défi. C'est un défi qui ne peut pas être résolu uniquement au niveau global, et ça, c'est quelque chose qui doit être fait vraiment en partenariat tous ensemble. Mais voilà, non, rien à ajouter. Voilà, nous arrivons donc malheureusement à la fin de ce webinaire. Si vous restez sur votre faim, rendez-vous donc sur le dossier des ressources partagé par Yann Greven donc, et rendez-vous surtout lundi prochain avec au moins un de vos collègues, un ou une collègue pour la prochaine fois. Voyons si nous réussissons tous ensemble à doubler le nombre de personnes engagées à travers ces webinaires à l'amélioration des données de leur pays. Merci. Je laisse maintenant à Yann et son invité, donc Laure Dumollard, le soin de clôturer ce webinaire de l'Académie du monitorage de la vaccination. D'abord, merci à Laure pour m'accompagner à cette fois et pour son excellent français. On vous invite également chaleureux pour le prochain qui est dans une semaine, exactement une semaine, sur l'utilisation et exploitation des données sur le terrain, donc dans les centres de santé. On a déjà fait ça en anglais, c'était très, très intéressant, avec beaucoup d'interactions avec les participants. Donc, si vous pouvez déjà penser à des questions spécifiques que vous avez, ou même des idées que vous voulez partager pendant le séminaire, pendant le webinaire, des trucs que vous avez faits qui ont été utiles pour l'utilisation des données, s'il vous plaît, venez avec ces idées et soyez prête à les partager avec votre collègue. Laure, si vous voulez dire un mot. Mais je voudrais remercier Yann de m'avoir invité. C'était 1h30 qui sont passées à toute vitesse et ça illustre le fait que ça a été quelque chose de très enthousiasmant. Je suis éberluée par voir non seulement le nombre de personnes qui participent à ce webinaire, mais aussi l'activité, soit dans le chat, soit dans le Q&A. C'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. On aimerait bien, mais si c'est possible, on regardera un petit peu tout ça. Et puis, n'hésitez pas à aller sur les pages Internet qui ont été présentées et à regarder un petit peu tout ce qui est disponible, parce que je suis sûre que ça pourra vous être utile à faire certaines analyses et à ainsi permettre que tous ensemble, on arrive à atteindre ces 20 millions d'enfants qui restent à vacciner. Merci à tous les deux. De chaleureuses salutations à l'ensemble des participants, aux scolaires, aux accompagnateurs OMS scolaires. Et donc, rendez-vous au plus tard lundi prochain. Merci.